Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, plutôt merci de votre présence pour ce cycle de conférences. Vous le savez, Sciences Po organise donc à partir du 25 novembre 2021, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un cycle de 3 conférences. C'est cette première conférence qui a lieu aujourd'hui pour aller plus loin contre la lutte, contre les violences sexistes et sexuelles. Ça s'inscrit dans la continuité du nouveau dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été donc mis en place à la rentrée universitaire 2021 à Sciences Po. Je vais maintenant donner la parole à Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po, pour un mot d'introduction. C'est à vous. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence parce qu'il y a à la fois la communauté de Sciences Po et puis aussi d'autres communautés qui sont présentes. Et je pense que c'est effectivement très important dans ce domaine d'avoir des expertises croisées, d'avoir des bonnes pratiques croisées et d'avoir un dialogue nourri. Donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir. C'est ma première prise de parole à Sciences Po et c'est pour moi important symboliquement de prendre la parole sur ce sujet qui à la fois été au cœur de mon projet mais aussi qui sera aussi au cœur de mon mandat. C'est une journée particulière, vous l'avez dit, le 25 novembre, c'est une journée internationale et je trouve que c'est très bien que Sciences Po initie ce cycle de conférences en cette journée singulière pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Je voulais vous dire deux choses assez rapidement. D'abord, la première, c'est que à la suite du rapport Hervieux-Léger à Sciences Po, il y a eu toute une série de mesures qui ont été mises en œuvre sous l'impulsion de Bénédicte Durand avec toutes les équipes pour faire en sorte que très rapidement les premières mesures soient prises. Ces mesures, vous les connaissez, elles sont importantes, même s'il faut, et ce sera le deuxième point de mon propos, aller plus loin. La première mesure, c'est l'externalisation de l'écoute par France Victime. C'est extrêmement important. France Victime est qualifiée notamment pour écouter, mais aussi pour qualifier les faits. Ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est l'unicité de la procédure, c'est-à-dire que ça concerne toutes les communautés, étudiantes, enseignantes, salariés. La troisième chose, c'est le maillage territorial. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le fait que l'on ait dans tous les campus des référents, des référentes, à travers les infirmières et les infirmiers, c'est un élément très important. Le maillage est un élément fondamental. Et la quatrième chose, c'est qu'on commence à avoir une approche systémique du sujet. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une approche parcellisée, on est sur une approche systémique. Et je trouve que c'est formidable que Sciences Po ait pris rapidement ce sujet pour en faire une priorité globale pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Maintenant, mon deuxième point, c'est qu'évidemment, en peu de temps, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. De mon point de vue, les priorités sont les suivantes. La première des priorités, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être encore davantage, une logique de sanctions et de publicité des sanctions. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, avoir des noms qui sont jetés en pâture, ce qui veut juste dire que l'ensemble des communautés sachent s'il y a des cas de violences sexuelles et sexistes, ce que l'on risque. Et pour moi, dans le cadre de mon mandat, je serai d'une extrême sévérité sur ces sujets. Quand les faits sont qualifiés, je souhaite qu'il puisse y avoir des sanctions qui puissent être à la fois disciplinaires, mais aussi pénales, s'il doit y avoir des suites pénales. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu toute une série de formations qui ont été faites, de vidéos de chat. 94% des étudiants en septembre ont suivi ces formations, c'est bien. Il y a eu des retours d'expérience qui ont montré qu'il y avait des éléments positifs, des éléments un peu moins positifs. Et je crois qu'il faut qu'on améliore le dispositif de prévention, de formation, pour répondre au mieux aux attentes. Et dans ce cadre-là, pour répondre au mieux aux attentes, je pense qu'il faut être très pragmatique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est enseignant, il faut avoir une fiche réflexe, savoir qui on appelle, comment et quelles sont les suites qui sont données. Dans les autres éléments d'amélioration, je crois qu'il est très important de mettre la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au bon niveau. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ce soit directement rattaché à moi, aussi bien sur ce sujet que sur la lutte contre les discriminations, pour en faire une priorité de mon mandat. Ça me paraît absolument essentiel. La dernière chose que je voulais dire, et puisque c'est le thème de la conférence de ce soir, c'est que sur le cyberharcèlement, la cyberviolence sexuelle et sexiste, c'est un point très important, fondamental, qui est évidemment complexe, mais qui nécessite d'avoir des moyens dédiés. Vous allez en discuter ce soir avec des experts et des expertes, et c'est très bien d'avoir ces éléments extérieurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut notamment renforcer le dispositif au sein de Sciences Po pour avoir une sorte de duo qui aide les enseignants,
les étudiants, les étudiantes à pouvoir répondre au cyberharcèlement à travers notamment une aide juridique. Donc j'aimerais qu'il y ait un référent au niveau de la direction juridique, et ainsi qu'une aide en matière de community manager, c'est-à-dire en termes de communication digitale, pour aider les étudiants et les étudiantes dans ces domaines. Ça me paraît absolument clé. Donc la lutte contre le cyberharcèlement est indispensable, elle est essentielle, et je trouve que c'est très bien que ce soir, nous commencions ce cycle de conférences à travers ce point-là. Il y aura d'autres conférences, vous le savez, le 2 décembre, il y aura la projection en avant-première d'un film qui s'appelle Les choses humaines, d'après le roman de Karine Thuil. Ça va être une très belle séance. Le livre est formidable et le film le sera tout autant. Vous êtes évidemment les bienvenus pour vous inscrire pour cette séance sur le consentement. Donc nous allons continuer ces séances de conférences là-dessus, et c'est vraiment un point important. J'oubliais, avant de terminer, que la dimension des violences sexuelles et sexistes doit aussi faire l'objet d'un renforcement en matière de recherche. C'est un point important à Sciences Po. Nous sommes une université de recherche aussi, et donc il faut qu'il puisse y avoir un travail approfondi là-dessus. Présage, que vous connaissez, qui est une certification avancée, fait déjà beaucoup, et dans ce cadre-là, il y aura le 16 décembre une conférence sur ce sujet pour voir comment améliorer la recherche et l'enseignement dans ce domaine. C'est un enjeu fondamental, un enjeu citoyen, et ça peut même être, je pense, un enjeu en termes de formation continue, tant il est vrai que dans les univers de travail, ces problématiques doivent être abordées de manière précise, concrète, tangible, et je pense que Sciences Po peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc pour terminer, je voudrais remercier évidemment celles et ceux qui ont permis que l'événement de ce soir puisse se dérouler. En premier lieu, Isabelle Ehalette, qui est grand mécène pour Sciences Po et qui a beaucoup contribué, à la fois avec son temps et financièrement, pour que tout ce type d'événement puisse se tenir. Évidemment, l'Alliance Sorbonne Paris-Cité, l'ensemble des participants et des organisateurs, les membres du jury et des participants au concours ce soir, parce que je crois que les prix seront remis après la conférence. Et donc, je vous repasse la parole. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mathias Bichra. Merci. Alors, comme vous l'avez annoncé, on va parler maintenant de cybersexisme. C'est le thème de cette première conférence avec les deux autres qui vont suivre, donc le 2 décembre prochain et le 16 décembre prochain. Donc à l'heure où les outils numériques et tout particulièrement les réseaux sociaux prennent une place croissante, on le sait, tout débute au collège, puis au lycée, puis dans les universités où on est victime de cyberharcèlement. Donc il faut faire des choses, mettre des choses en place dès le début et continuer à l'université. Interroger les ressorts du cybersexisme doit permettre de mieux en appréhender les effets au sein de la communauté étudiante et de renforcer toutes les actions de prévention, car on va en parler aussi dans cette conférence, il faut effectivement faire de la prévention. On va également aborder tous les outils, toutes les solutions durant cette conférence pour lutter contre le cyberharcèlement. Et vous l'avez donc annoncé, on aura une remise de prix, la remise des prix du concours étudiant lancé par le réseau Égalité de l'Alliance Sorbonne Paris-Cité sur le thème donc du cybersexisme. Et je vais inviter nos intervenantes, avec un E parce qu'on n'a que des intervenants ce soir, à venir s'asseoir et à me rejoindre. Alors, comme vous pouvez le voir pendant qu'elle s'installe, on a donc avec nous Rachel Flore Pardo, avocate à la Cour, cofondatrice de l'association Stop Ficha et co-autrice du livre Combattre le cybersexisme. Également Sylvie Pierre Brossolette, membre de la Fondation des femmes, présidente du comité d'orientation de la Cité audacieuse et présidente de la commission de lutte contre les stéréotypes au Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Également Pauline Stumpf, étudiante de l'école d'affaires publiques, contributrice à l'étude numérique Le sexisme en liberté, on va en parler tout à l'heure, réalisée en partenariat avec donc, la Fondation des femmes, et Agnès Salle, haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations au ministère de la Culture. Alors, je vais vous donner un micro, ce sera bien mieux. Alors, on va commencer avec vous, Agnès Salle. On va essayer de poser un peu le cadre des violences sexistes et sexuelles. On le sait, le ministère de la Culture gère des établissements d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait en ce sens ? Merci de me donner la parole. C'est impressionnant de lancer le débat. Dire plusieurs choses.
D'une part, que les violences sexistes et sexuelles s'inscrivent évidemment dans un cadre plus global, qu'on peut appeler un cadre patriarcal, mais qui met en avant l'ensemble des discriminations liées au sexe, au genre. Donc, il est important de se dire que une politique d'égalité entre les femmes et les hommes passe par la déconstruction d'un certain nombre d'obstacles, de difficultés auxquelles les femmes doivent être confrontées, dont les violences et le harcèlement sexuel et sexiste ne sont jamais qu'un élément, mais un élément qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste. C'est la raison pour laquelle, en effet, au ministère de la Culture, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, une politique assez ambitieuse, assez volontariste a été mise en place pour prévenir et lutter contre tous les types de discrimination et tous les types de violences. C'est passé par un certain nombre de mesures. Aujourd'hui encore, un nouveau pan de cette politique a été rendu public par la ministre Roselyne Bachelot-Narquin, puisque nous avons annoncé le lancement d'un grand plan de prévention dans le spectacle vivant des violences et du harcèlement sexuel et sexiste. Et l'un des grands éléments de puissance de ces politiques de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste est lié à ce qu'on appelle c'est pas tout à fait l'égaconditionnalité, mais ça y ressemble quand même beaucoup, puisque désormais, d'abord dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel, puis dans la filière musicale, et aujourd'hui dans le spectacle vivant, nous conditionnons les aides publiques, tous les financements, tous les soutiens financiers accordés à différentes structures, quel que soit leur statut, au fait que ces structures s'engagent et s'équipent, s'outillent pour lutter contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Et vous voyez à quel point on sort de la déploration, d'une part, des vœux pieux, d'autre part, en disant « Ah oui, les violences sexuelles et sexistes, c'est très mal, l'égalité, c'est très bien ». Certainement, on en est convaincu. Simplement, il faut faire un pas en avant et mettre en place des dispositifs efficaces qui, pour la plupart, je vais dire un mot des autres dispositifs, bien sûr, mais qui peuvent et qui doivent, à mon sens, passer par cet élément financier qui permet à nos interlocuteurs de se rendre compte qu'on ne plaisante plus. Et que là, les exigences de l'État en matière de prévention et de lutte sont des exigences si fortes qu'elles conditionnent désormais l'accès aux aides financières publiques. Sur le volet enseignement supérieur, en effet, le ministère de la Culture pilote un réseau assez important, au moins en nombre, de 98 établissements d'enseignement supérieur, des écoles d'art, des écoles d'architecture, la FEMIS, l'Institut national du patrimoine, l'école du Louvre, les 2 conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de Paris et de Lyon, etc. etc. Et à l'égard de ces établissements, j'ai considéré que nous avions une responsabilité particulière, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui, évidemment, de la protection contre tous les types de violences et de harcèlement, une promotion d'une politique d'égalité, évidemment, et nous avons mis en place, à l'égard de l'ensemble des communautés qui composent les écoles, évidemment les équipes administratives, les enseignantes et les enseignants, et les élèves, bien entendu, toute une série de mesures, à la fois d'information, d'élaboration de chartes égalité, comportant un volet violence et harcèlement sexuel et sexiste, et puis un dispositif de formation très ambitieux. Nous avons voulu, et c'est en cours, c'est à l'œuvre, nous avons voulu que la totalité des équipes des écoles soient formées. On a passé un marché, c'est l'entreprise EGAE de Caroline Dehaas qui a été retenue, et depuis maintenant 1 an et demi, nous avons des sessions de formation qui concernent l'ensemble des personnes qui composent les écoles et les élèves en tout premier lieu, auxquels d'ailleurs nous avons donné accès à une cellule externalisée d'alerte et de traitement des discriminations et des violences et harcèlements sexuels et sexistes, Allodiscrime, Allosexisme, qui permet à la personne qui saisit la cellule d'être accompagnée juridiquement par des avocats et d'être soutenue psychologiquement par des psychologues. Et puis on a lancé au printemps 2020, donc il y a un petit peu plus d'1 an, une enquête de perception des violences et du harcèlement sexuel et sexiste dans les écoles. Et la première
constatation ravageuse que nous avons faite, c'est d'une part que nous avions reçu plus de 10 000 réponses, et pour nous, à l'échelle du ministère et des effectifs des écoles, c'est beaucoup, 10 000 personnes qui répondent à une enquête compliquée, longue et peut-être douloureuse, et puis également le résultat de cette enquête qui, même si elle n'est que déclarative et anonyme, marquait le fait que les violences et le harcèlement sexuel et sexiste étaient une réalité quotidienne dans l'ensemble, dans la quasi-totalité de nos écoles. Ce qui, évidemment, n'a fait qu'accentuer le besoin et la nécessité de recourir à ces dispositifs de prévention, de formation, de cellules d'alerte, mais également d'outillage des directions des écoles pour savoir, dans des situations de ce genre, quoi faire, comment agir. Et la plupart du temps, on s'est rendu compte que les directions des écoles étaient complètement démunies, n'avaient jamais entendu parler de l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige un agent public à saisir le procureur à partir du moment où un délit pénal est présumé, on ne demande pas à l'autorité à la tête de l'école de se prononcer sur la réalité des faits, mais en tout cas, on lui demande de signaler ce qui lui est remonté. Donc tout ce dispositif a été mis en place avec une série de guides de procédure, avec un kit que nous avons sorti en septembre dernier à l'usage des étudiantes et des étudiants, parce qu'on avait déjà indiqué aux directions des écoles ce qu'il fallait faire. Mais il nous a semblé essentiel de dire également aux élèves, témoins ou victimes, comment agir. Et donc l'ensemble de ce dispositif, encore une fois, commence à produire ses effets, puisque le nombre de cas, de situations de violence et de harcèlement qui nous sont remontés sont de plus en plus... Ce nombre s'accroît. Et je ne peux pas dire que c'est bon signe, parce que ça signifie effectivement que des faits de ce type se déroulent. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a la conviction que le ministère de la Culture, que la direction des écoles n'ont absolument plus l'intention de mettre la poussière sous le tapis, comme ça a été le cas pendant des décennies. On n'en parlait pas. On savait, mais on ne faisait rien. Là, aujourd'hui, à partir du moment où le déclic de la confiance s'est opéré, parce que nous avons donné des signaux sur la volonté d'agir et sur la réalité de l'action et des sanctions, comme le disait à l'instant Mathias Vichra, il y a eu des élèves qui ont été sanctionnés, il y a eu des enseignants qui ont été sanctionnés, et à l'extérieur des écoles, il y a eu également tout un dispositif qui a permis de montrer au ministère de la Culture que personne n'était à l'abri, et que, y compris des personnalités reconnues dans le monde de l'art et de la culture, si une présomption forte de violence ou de harcèlement sexuel et sexiste s'exerçait à son encontre, eh bien, des sanctions étaient prises, y compris non seulement l'engagement d'une procédure pénale, mais également une fin de fonction à la tête de structures culturelles. Vous en avez certainement vu les échos dans la presse. Donc l'ensemble de ce dispositif, d'une certaine manière, il fait système. Et je pense que c'est la force, justement, des actions que nous pouvons dérouler dans l'ensemble des établissements culturels, et notamment dans les établissements d'enseignement, qui permet de donner toute son efficacité, finalement, à un dispositif de zéro violence et de zéro discrimination. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Je reviendrai peut-être. Ça marche. Merci beaucoup Agnès. Alors du coup, on a posé tout le cadre avec des solutions aussi, de la prévention. Vous nous avez expliqué qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont mises en place aujourd'hui, et on se rend compte que ça existe. Ça existe vraiment. Il y a des chiffres qui sont là pour le dire. Il y a des chiffres qui sont là pour le dire aussi dans des études que vous avez menées, puisque pour faire suite à une étude du CSA réalisée en 2018 sur la représentation des femmes sur YouTube, la Fondation des femmes a donc publié un nouveau rapport en partenariat avec Sciences Po sur l'image des femmes dans le secteur du numérique, et via l'étude des vidéos de la plateforme les plus regardées des années 2019 et 2020. Sylvie Pierre Brossolette, vous avez donc mené cette nouvelle étude. J'aimerais que vous nous en parliez, le pourquoi, le comment. Pourquoi est-ce si important de mener cette étude aujourd'hui ? Merci. D'abord, j'aimerais me féliciter de cette collaboration avec Sciences Po. Nous avons donc conclu un partenariat qui a été formidable, avec notamment Pauline qui est à côté de moi et deux autres élèves de master. Elles ont fait un boulot extraordinaire, et d'ailleurs Pauline va vous donner les résultats de l'étude avec tous les chiffres. Je voulais simplement, pour commencer brièvement,
vous raconter pourquoi j'avais commencé à faire ça au CSA d'abord, comme j'ai été au CSA, où là, c'est un secteur à qui la loi a confié l'audiovisuel, le soin au CSA de veiller à l'image des femmes. Donc je me suis intéressée de près à ce sujet, parce que j'étais chargée de ce secteur. Et je me suis dit, bon, c'est très bien, on fait des progrès, ça a été difficile, mais on a fait quelques progrès dans le domaine de l'audiovisuel. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas un énorme pan qui est laissé complètement vierge, libre, et de courir le sexisme en liberté, c'est comme ça qu'on a appelé d'ailleurs le rapport, qui est le numérique. Donc c'était pas tout à fait dans nos compétences, mais on a quand même fait une première étude en regardant effectivement les séquences les plus vues sur YouTube, en particulier c'est les plus vues par les jeunes, et donc c'était spécialement important. Et les résultats avaient été tout à fait inquiétants sur le niveau de sexisme de ces séquences. Et donc à la Fondation, je me suis dit qu'on pouvait refaire cette étude pour voir si ça avait évolué, si ça confirmait ce mauvais diagnostic. Et on a proposé à Sciences Po de partager ce fardeau. Et Sciences Po, on a, je veux dire, pris la plus grande part. J'ai supervisé, cornaqué, conseillé, révisé, mais enfin impulsé. Mais l'essentiel du mérite, il faut quand même le dire, revient aux 3 élèves de Sciences Po. Mais pourquoi c'est important? Parce que le secteur numérique envahit de plus en plus, évidemment, nos vies, qu'il est non régulé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, en tout cas concernant l'image des femmes. Il y en a concernant le terrorisme, il y en a concernant les propos haineux, et il y en a concernant la pornographie, la protection des mineurs, mais pas l'image des femmes. Et donc, les pires séquences peuvent courir en pleine liberté. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne de l'insulte, de l'injure, parce que là, on peut attaquer, mais l'image dégradante des femmes n'est pas sanctionnée. Et donc, c'est monnaie courante, malheureusement. Vous voyez bien les séquences qui peuvent passer. Et en tout cas, celles que nous avons visionnées, qui étaient les plus vues, qui étaient aux 3/4, Pauline va vous le réexpliquer, des vidéos musicales, sont affligeantes de stéréotypes, voire de violences verbales, même physiques. Et donc, ces séquences qui sont beaucoup vues par les plus jeunes, qui donc formatent des jeunes cerveaux, fournissent des rôles modèles, où évidemment c'est l'homme qui est dominant et la femme qui est dominée, qui banalise une certaine violence, verbale ou même physique. C'est catastrophique pour la formation des mentalités d'une société. Ça devient normal d'insulter une femme, de la traiter plus bas que terre, qu'elle soit dans un rôle secondaire, d'une femme objet, dans un rôle de séductrice ou d'idiote. Donc c'est très préoccupant. Et nous avons donc réitéré malheureusement le même constat, plutôt en pire. Et puis les périodes de confinement ont été encore pires que les périodes de non-confinement. Oui, alors ça on en parlera effectivement. Donc, oui. Voilà, et donc on conclut donc que vraiment le numérique c'est le lieu de tous les dangers pour les femmes. Alors que faire? Parce que pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? C'est aussi pour proposer quelques solutions. Il faut d'abord compter, établir un diagnostic et puis après essayer de remédier aux carences du système. Donc on a proposé 4 solutions. Je vais vous dire de la moins forte à la plus forte. La moins forte, c'est l'autorégulation, demander aux GAFAM de se mettre des propres règles et de s'auto-réguler sur ce point et d'essayer de faire disparaître les pires séquences pour les femmes. Je sais bien que c'est un peu coûteux, c'est difficile, il faut mettre une vigilance accrue, mais enfin, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ils se réveilleront plein de bonne volonté. Je n'y crois pas trop. L'autre, on peut passer au grade au-dessus, qui est la charte. Alors on peut signer aussi une charte, un engagement réciproque, qui fait que si la charte n'est pas suivie, on peut la dénoncer publiquement en disant mais vous vous étiez engagé, c'est un peu name and shame. Donc à ce moment-là, ils ont intérêt quand même à faire un effort. On peut espérer ça aussi, mais j'ai aussi quelques doutes. Après, on peut passer à l'égaconditionnalité, dont Agnès a parlé brièvement. Vous savez que ça consiste à ne donner des financements publics que quand il y a des contreparties en matière d'égalité femmes-hommes. Elles peuvent être de toutes sortes, ces engagements, ils peuvent être de toutes sortes. Là, en l'occurrence, on a pensé qu'il ne pourrait pas y avoir d'argent public pour financer, par exemple, des vidéos musicales qui soient bourrées de stéréotypes ou de violences physiques et verbales vis-à-vis des femmes. C'est une possibilité. Voilà, que ce soit le CNM, le Centre national de la musique, ou le Centre du cinéma, qu'aucune subvention ne soit donnée à des productions
qui soit comme ça, pleine de stéréotypes. Bon. Et enfin, il y a la loi. On peut toujours rêver, mais on met ça au plus haut niveau. J'avais espéré qu'à l'occasion de la directive SMA et de son vote, de sa transposition dans la loi française, on puisse rajouter l'image des femmes. Il paraît que c'était compliqué juridiquement, qu'on en demandait déjà beaucoup aux GAFAM, etc. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas leur demander plus. Mais enfin, peut-être qu'un ministre, un jour, un gouvernement voudra laisser sa trace et introduire comme compétence en France, je sais bien que ce ne serait que la France, mais ce serait un pied dans la porte, le fait qu'il y ait la régulation dans le numérique s'étende à l'image des femmes. Bon, c'est une possibilité, je sais bien que c'est peut-être encore un peu un rêve, mais enfin, on y pense. Qui n'a pas le droit de les rêver, petits cailloux sont semés, et voilà. Quand Agnès sera sa 5e ministre, peut-être qu'on y arrivera. Voilà. Et je laisse Pauline maintenant détailler le constat inquiétant. De l'étude, oui. À vous, Pauline. Donc, on va voir un peu ce que vous avez trouvé comme chiffres. Ouais. Alors, donc, je vais faire un petit rappel pour la méthodologie. Effectivement, on a étudié les 200 vidéos les plus vues sur la plateforme YouTube, qui est, pour rappel, la plateforme la plus consultée par les 15-24 ans en France et la deuxième plus consultée par tous les Français, tout âge confondu. Donc, c'était donc les 200 vidéos en 2019 et en 2020, à l'aune donc de 15 critères d'indexation qui avaient été utilisés par le CSA en 2017, qui permettaient donc de mesurer le poids des stéréotypes de genre, la présence de violences sexuelles et sexistes, le rôle et les rapports entre les personnages masculins et féminins. Donc, je vais vous présenter une série de constats. Parmi les constats les plus généraux, on a effectivement une surreprésentation des clips musicaux dans les contenus, à 75%, et notamment des clips de rap. Voilà. Et globalement, on a quand même les femmes qui demeurent sous-représentées par rapport aux hommes, dont la présence est écrasante. On a un très faible taux de personnages féminins, à 16%, contre 62% de personnages masculins. Et très souvent, elles sont cantonnées à des rôles esthétiques secondaires et inactifs. Notre deuxième constat, c'est qu'on a une sexualisation qui est extrêmement marquée dans 20% des vidéos et qui touche essentiellement les femmes. Alors, bien souvent, ces femmes ne sont pas nues, ni partiellement, ni totalement. On est sur des procédés bien plus insidieux. Donc, des jeux de caméra dirigés de façon à montrer les attributs féminins, bien sûr avec les visages coupés, des poses lascives. Et donc, en fait, ces procédés véhiculent l'idée que les femmes doivent se comporter et paraître d'une certaine manière pour être attrayantes, et donc renforcent l'image de la femme objet. Voilà. Notre troisième constat porte sur les stéréotypes de genre, qui sont... Donc, effectivement extrêmement présent. Dans près de 70% des vidéos, on a relevé la présence de stéréotypes de genre. Alors, étonnamment ou non, dans les vidéos étudiées, les stéréotypes associés au genre masculin sont associés à des valeurs plutôt positives, donc la bravoure, le courage, la puissance, tandis que les stéréotypes associés au genre féminin sont connotés négativement, donc la vénalité, la sentimentalité, la naïveté. Pour vous donner une idée, les 3 archétypes qui reviennent le plus souvent pour les hommes, c'est l'hyperviril, le protecteur et le macho. On a quand même une expression de la masculinité aussi qui est extrêmement associée à une image un peu romancée du gangster avec tous les clichés associés, donc drogue, armes, voitures. Voilà, ça paraît cliché, mais c'est extrêmement vrai. Et en ce qui concerne les personnages féminins, les archétypes qui reviennent le plus souvent, c'est donc la sentimentale, la poupée, la séductrice et la vénale. En ce qui concerne les rapports entre les différents personnages, le rapport qui revient le plus souvent, c'est le rapport de séduction. Mais attention, encore une fois, c'est un rapport complètement inégal. On a quand même les femmes qui sont représentées à l'aune d'un regard masculin. En fait, elles existent essentiellement à travers leur partenaire masculin. Un autre rapport qui revient souvent, c'est le rapport conjugal stéréotypé. Donc ça veut dire un rapport patriarcal hétéronormé qui met en jeu tout à la fois une attitude plutôt maternante de la part des femmes et une attitude dominante des hommes. Alors à nouveau, ça peut paraître un peu cliché, mais souvent on tombait sur des séquences qui mettaient en scène une femme qui attendait patiemment son partenaire à la maison pendant que celui-ci se laissait aller à des inclinaisons lascives ou bien des phrases illégales et ou violentes. Voilà. Et puis sinon, on a voulu mettre en lumière un rapport qui n'avait pas été pris en compte par le CSA en 2018, donc le harcèlement et le non-consentement. Alors, bien que ceux-ci soient peu nombreux, ce qui peut être rassurant, en fait, le peu de séquences qui illustrent une forme de harcèlement est complètement normalisé. Voilà. Notre quatrième constat porte sur la violence dans les vidéos, qui est en fait à nouveau intrinsèquement reliée à une forme de masculinité. Donc déjà 99%, c'est vraiment pour ne pas dire la totalité, des vidéos qui présentent une forme de violence, donc que celle-ci soit psychologique, physique ou verbale, elle est le fait donc de personnages masculins. Et en fait, le plus effrayant, c'est que lorsque nous étions face à un contenu violent,
aucun message de prévention n'apparaissait à l'écran en guise d'avertissement. On a voulu, pour la violence aussi, ajouter une catégorie qui n'avait également pas été prise en compte par le CSA, qui donc, pour s'intéresser en fait de plus près aux violences sexuelles et sexistes. Et malheureusement, cela s'est avéré plus que nécessaire et édifiant, puisque 20% des vidéos proposent des références à caractère sexuel et sexiste. Pour vous donner une idée, ça se décline à 37% par des insultes sexistes, 25% par des propos misogynes, 16%, ce qui est énorme, font référence à la culture du viol, 6% au harcèlement sexuel et 3% aux violences conjugales. Notre dernier constat, c'est donc la dégradation de l'image de la femme sur YouTube. L'étude du CSA avait relevé que 15% des vidéos présentaient une image dégradante des femmes. On est arrivé au chiffre de 34%. Et le phénomène s'est particulièrement accentué pendant la crise sanitaire, avec une augmentation des contenus stéréotypés. Donc voilà. Donc il y a eu une recrudescence pendant le confinement. Ouais, on a un chiffre, on sait de combien ça a augmenté? J'ai noté qu'on a une augmentation de 13% des contenus stéréotypés. Oui, c'est quand même énorme en fait. Oui. Ouais. D'accord, donc pendant le premier confinement. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai envie de vous dire merci pour ce constat, même si c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas dans une belle évolution sur l'image de la femme dans le numérique. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des solutions, il y a des moyens à notre disposition de prévention et de lutte, ça on l'a dit. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans le concret avec Rachel Flore Pardo, qui est avocate. Et vous avez monté l'association Stop Ficha. Alors, quel est le constat pour vous du cybersexisme? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, avec les affaires que vous traitez et aussi au sein de votre association? Merci beaucoup. Je vais en profiter pour rebondir sur le dernier constat de Pauline Stumpf qui nous a dit qu'en effet, pendant le confinement, il y a eu une augmentation des vidéos présentant de manière dégradante les femmes. Parce qu'en fait, c'est précisément dans ce cadre qu'est née l'association Stop Ficha que j'ai cofondée. Et il y a plusieurs autres des cofondatrices qui sont ici présentes. Parce qu'en fait, pendant le premier confinement, une activiste féministe qui est là, qui s'appelle Shanley Clément-McLaren, a eu connaissance de l'explosion des comptes Ficha. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est, parce que pour comprendre comment est née l'association, il est important de comprendre ce dont il s'agit. Et c'est intrinsèquement lié à ce que vous décrivez. En fait, un compte Ficha, c'est un compte qui se crée sur un réseau social, donc ça peut être souvent Snapchat, Telegram, Twitter, et qui a pour objet de diffuser des images à caractère sexuel, souvent et dans la grande majorité de jeunes femmes qui sont aussi souvent mineures, sans leur consentement. Et pour encore plus les afficher, parce que ficha, ça vient du mot afficher en verlan, pour encore plus les humilier, ces images à caractère sexuel, eh bien, elles sont souvent accompagnées de données qui permettent d'identifier les victimes. Leur école, leur prénom, leur ville, tout ça pour tout simplement encore davantage les pointer du doigt, comme si on leur faisait une sorte de procès sur ce cyberespace public. Donc en fait, c'est suite à l'explosion des comptes Ficha, à l'alerte que Shanley avait lancée, que ce collectif s'est formé. Donc c'était en mars 2020, et depuis, d'un collectif, nous sommes devenus une association loi de 1901, et nous sommes structurés. Donc nous accompagnons des victimes à la fois sur l'aspect psychologique et sur le plan juridique. Nous signalons les comptes dangereux et nous travaillons à la sensibilisation du plus grand nombre et des pouvoirs publics à la problématique du cybersexisme. Et j'en profite pour remercier Sciences Po d'organiser cette conférence aujourd'hui, parce qu'en fait, le mot cybersexisme, il n'est encore que trop rarement utilisé. Alors moi, j'étais vraiment très heureuse de le voir en tant que titre de cette conférence. Alors, les constats que je peux faire à la fois dans le cadre de mon activité professionnelle et dans l'action que nous menons avec Stop Ficha, c'est déjà que le cybersexisme existe et qu'il est important de le nommer comme tel pour pouvoir mieux le combattre. Et c'est précisément ce que vous nous dites. En fait, le sexisme, c'est la reproduction en ligne des stéréotypes sexistes que nous connaissons. Mais en fait, cette reproduction en ligne, elle se fait à l'infini par le biais d'algorithmes discriminants qui ne font l'objet d'aucun contrôle. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième constat, c'est que la majorité des victimes des cyberviolences sexistes et sexuelles, eh bien, sans surprise, malheureusement, ce sont, comme dans la rue, les femmes. Et le troisième constat, c'est que si initialement les cyberviolences sexistes et sexuelles prenaient la forme plutôt de mots, plutôt d'injures, plutôt de messages de harcèlement, plutôt de messages de menaces, eh bien avec la progression des smartphones et du coup leur capacité à prendre des photos et des vidéos, eh bien ce qui se généralise aujourd'hui, c'est les cyberviolences par l'image, qui ont cette particularité d'être encore davantage violentes pour la victime, parce que
en plus de lui imposer la violence, elle la dépossède en quelque sorte de l'image de son corps. Et ces cyberviolences par l'image qui se développent ont aussi la particularité d'être particulièrement genrées, souvent à caractère sexiste et sexuel, et donc de viser en particularité les femmes. Donc ça, c'est peut-être un premier constat que je ferai. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire un mot sur ce qu'on peut faire en droit, les moyens juridiques qui existent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que si en effet, il est regrettable que la représentation péjorative des femmes en ligne ne soit pas sanctionnée comme telle, chaque fois qu'une femme est victime d'une violence directement sur Internet, puisque cette mauvaise représentation, en fait, elle porte préjudice à l'ensemble de la société d'une certaine manière, eh bien, chaque fois qu'une victime est elle personnellement victime d'une violence, on va quand même trouver dans notre arsenal juridique un moyen de la protéger. Donc en fait, il y a énormément d'articles de loi qui prévoient soit spécifiquement les cyberviolences, soit qui prévoient des circonstances aggravantes quand il s'agit d'infractions du droit commun et qui ajoutent du coup parmi ces circonstances aggravantes le fait que la violence a un caractère sexiste et le fait que la violence soit commise en ligne. Donc loin de dire ce qui a lieu en ligne est moins grave, notre droit dit au contraire ce qui a lieu en ligne est plus grave. Mais malheureusement, ça, on pourrait s'en réjouir. Le problème, et il est énorme, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que les lois sont là, elles ne sont qu'insuffisamment appliquées. Et si je peux vous donner les 3 raisons que nous avons identifiées dans le cadre de notre action et dans le cadre de l'exercice de ma profession. En fait, la première raison pour laquelle ces infractions pénales sont insuffisamment mises en œuvre, c'est parce qu'il y a cette première barrière qui est le dépôt de plainte. Et en fait, et c'est regrettable, la première raison qui va freiner le dépôt de plainte est que la victime elle-même va s'autocensurer, va culpabiliser, va avoir honte, ne va pas vouloir aller montrer ses photos au commissariat et d'elle-même. Finalement. Pardon ? C'est comme un viol finalement. Oui, enfin si vous voulez, on peut comparer. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi cette peur, cette crainte d'avoir honte alors qu'elle ne devrait pas avoir honte. Tout à fait, exactement, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que même dans le discours général, il y a une culpabilisation des victimes. Regardez, je prends l'exemple du terme revenge porn qui nous concerne particulièrement dans le cadre de l'action qu'on mène les comptes Ficha. Et ben, ce terme, il est complètement culpabilisant. Comment on traduit revenge porn ? C'est vengeance pornographique. Et derrière l'idée de vengeance, on se venge quand d'abord il y a quelque chose de mal qui a été fait. Et du coup, en fait, en utilisant ce terme, on place à l'origine de la violence la victime. Et ça, c'est une problématique contre laquelle on essaye de lutter. On invite chacun à utiliser le mot, alors qui est beaucoup moins accrocheur, je vous l'accorde, mais qui figure dans notre code pénal, c'est diffusion sans consentement de contenu à caractère sexuel. Alors ça dure 3 minutes, mais il faut prendre le temps de le dire parce que ça a son importance. Donc il y a ce frein qui va être d'aller déposer plainte. Ensuite, il y a un autre frein avec le dépôt de plainte, c'est qu'une fois que la victime a le courage d'aller au commissariat, et ben parfois on lui refuse sa plainte et on la décourage. J'ai eu un certain nombre de victimes qui ont pris contact avec notamment l'association et qui nous disent en fait, je suis allée au commissariat et on m'a dit tout simplement c'est pas la peine, on le retrouvera jamais. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est peut-être le premier frein à l'application, à la mise en œuvre de ces infractions pénales. Le second, ça va être la formation des policiers, la formation des gendarmes et la formation des magistrats. Parce qu'en fait, une fois que la plainte, on nous assoit dans la salle d'audition, on nous dit très bien, expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Et là, la victime commence, alors j'étais sur Snapchat, j'ai posté une story, on m'a écrit un DM. Et en fait, souvent, les forces de l'ordre, elles ne comprennent pas. Et quand il faut tout expliquer, quand il faut expliquer à quel point c'est grave, à quel point ça peut devenir viral, et à quel point ça peut porter préjudice à la victime, c'est très compliqué. C'est pas à la victime d'apprendre aux policiers les faits dont elle est victime. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est, et vous en avez dit un peu un mot, mais c'est évidemment les plateformes. La possibilité de retrouver les agresseurs pour ensuite aller jusqu'à un procès et aller jusqu'au bout de cette action judiciaire qui est largement freinée par le manque de coopération des plateformes encore aujourd'hui. Alors, il y a ces dispositions qui ont été portées par Laetitia Avia qui sont censées
permettre davantage de coopération. Écoutez, moi j'attends avec impatience leurs effets en espérant qu'ils seront positifs et que ces dispositions porteront leurs fruits. Merci beaucoup, chef Laure Pardo. Sylvie, une réaction sur justement la difficulté de mise en œuvre des lois, Sylvie ou Agnès? C'est normal. D'abord, Internet, c'était normalement un endroit où on ne devait pas intervenir. Les premières incursions ont finalement été acquises de haute lutte. C'est très très compliqué. Ce sont des puissances incroyables. Il y a un consensus un peu mondial pour leur fiche la paix. Et c'est vrai que l'Europe a commencé à réagir un peu. Et puis le terrorisme a donné quand même des bonnes raisons de mettre notre nez là-dedans. Mais c'est très difficile de convaincre les puissances de ces GAFAM de mettre toute leur énergie à combattre des stéréotypes féminins. En plus, malheureusement, plus les séquences sont stéréotypées, plus elles sont likées, si je puis dire. Ça a du succès. Tout ça est porté par une audience. Donc les vidéos les plus caricaturales sont évidemment les plus regardées, et donc la publicité qui va avec. Et c'est commercial aussi. Donc c'est très très compliqué d'aller expliquer aux GAFAM d'une part d'investir en surveillance, puis après de retirer les séquences qui font l'audience. Et alors après, demander l'opinion publique, en plus généralement dans les opinions, l'opinion est plutôt pour qu'on laisse fiche la paix à Internet, avant de comprendre que c'est eux-mêmes qu'on veut protéger. Mais c'est vrai que les électeurs ne sont pas pour. Donc il y a une série de facteurs qui fait que ça freine et qu'aucun gouvernement n'a envie de trop s'impliquer là-dedans parce qu'il va au casse-pipe, que ce soit avec les GAFAM ou avec sa propre opinion. Voilà. Sylvie a tout à fait raison. Et je voudrais peut-être faire un pas, non pas en arrière, mais un pas de côté, pour dire finalement que ce phénomène que vous avez toutes les trois très bien décrit, finalement, il s'inscrit, encore une fois, dans un dispositif plus large, et que ces stéréotypes qu'on constate, dont on constate les dérives sur Internet, on les retrouve ailleurs et en amont. Et ça fait partie d'une culture massive, finalement. Je prends un exemple qui va vous paraître peut-être un peu déconnecté, mais je ne pense pas du tout. Les manuels scolaires qui enseignent aux enfants d'abord à lire et à écrire, et puis ensuite qui enseignent un certain nombre de matières, des mathématiques jusqu'à l'histoire, à la philosophie, etc. etc. Si vous regardez, si vous faites, comme l'a fait très bien le Centre Hubertine Auclair, une lecture critique des manuels scolaires de tout niveau et de toute discipline, de toute matière, vous vous rendez compte avec horreur des stéréotypes qu'ils véhiculent, ces manuels scolaires, et qui donc sont autant d'armes contre l'égalité et pour la diffusion des stéréotypes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ça commence, mais je pense que c'est une action très nécessaire. Je suis allée voir l'ensemble des éditeurs de manuels scolaires en leur disant il y a un problème. On ne peut pas continuer d'abord d'écrire l'histoire des différentes disciplines, encore une fois, depuis la littérature jusqu'aux mathématiques, en occultant à ce point les femmes. Et vous vous rendez compte à quel point il est honteux de considérer que la moitié de l'humanité disparaissent purement et simplement, ou sont représentées de manière anecdotique et dérisoire de toutes les matières, et que, d'autre part, continuer de propager, de répercuter, de diffuser des stéréotypes qui assignent, qui enferment aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs, dans un certain nombre de rôles caricaturaux. Quand vous voyez dans les manuels, encore aujourd'hui, un peu moins, mais encore aujourd'hui, qui apprennent à lire aux enfants en cours préparatoire que la maman fait la cuisine et la vaisselle et que le papa regarde la télévision sur son canapé, ou alors qu'il est au travail, il y a à la base un problème qui ne peut qu'ensuite croître et embellir dans d'autres véhicules que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, le numérique. Donc je pense que c'est une espèce de culture du stéréotype qu'il faut arriver à déconstruire et que, y compris dans les contenus même des enseignements, il faut intégrer cette dimension essentielle qui permet justement de casser cette vision complètement stéréotypée, et ensuite, évidemment, tout le reste en découle, y compris dans
différents types de véhicules, notamment numériques. Donc je pense qu'effectivement, c'est un ensemble d'actions qui se complètent les unes les autres et qui permettent peut-être, à un moment donné, de considérer que cette façon de traiter les femmes est absolument intolérable. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Agnès Salle, parce que je ne peux que vous rejoindre. Et en fait, c'est aussi ce que nous constatons et c'est ce que nous portons avec l'association Stop Ficha, c'est qu'en fait, le nerf de la guerre, il est dans l'éducation, il est dans la pédagogie. Moi, je le vois sur les comptes Ficha, quand certaines victimes écrivent à leurs agresseurs en leur disant « S'il te plaît, retire cette photo de moi », ils leur répondent « Ah, mais moi, j'ai rien fait de mal, la photo, t'étais consentante pour la prendre, alors j'en fais ce que je veux, la prochaine fois, tu feras attention ». Alors que cette infraction de diffusion sans consentement de contenu à caractère sexuel, c'est bien ce qu'elle sanctionne. C'est lorsque la photo a été prise avec le consentement de la victime, mais qu'elle est diffusée sans son consentement. Et si les ficheurs, les personnes qui postent ces photos avaient conscience qu'en fait, quand ils le font, ils risquent 2 ans de prison et 60 000 € d'amende, j'ai une part de moi qui pense qu'il y aurait peut-être moins de commission de cette infraction. Et il y a aussi la victime qui n'a pas conscience d'être victime parce qu'elle se dit « en effet, c'est de ma faute, c'est moi qui avais pris la photo et c'est moi qui l'avais envoyée à une première personne ». Alors qu'en fait, il faudrait lui demander son consentement à chaque fois. Et c'est un peu voilà, l'objet de ce livre qu'on a écrit avec l'association Stop Ficha. Je vous le montre, il s'appelle « Combattre le cybersexisme ». Parce qu'en fait, dedans, on fait quelque chose qui, je pense, a une importance, c'est qu'on liste toutes les cyberviolences sexistes et sexuelles qu'on a pu identifier. À chaque fois, on les définit et on dit comment elles sont sanctionnées par le code pénal, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y avait pas d'ouvrage qui le faisait. Et c'est important pour lutter et pour la prévention d'avoir ce volet pédagogique. Et évidemment qu'il doit y avoir de véritables cours à l'éducation numérique et l'éducation au genre et à la sexualité. Et que je sais que beaucoup, il y a des levées de boucliers sur ces sujets-là, mais ils doivent avoir lieu très tôt. Parce qu'en fait, il y a ce moment qui est un moment très intense, je pense, dans la construction d'une personne. C'est le moment de la découverte de sa sexualité qui, aujourd'hui, va de pair avec la découverte des réseaux sociaux. Et c'est souvent, du coup, chez les plus jeunes, au début des usages des réseaux sociaux, que beaucoup commettent soit des actes qu'ils regretteront plus tard, les ficheurs, ou que d'autres s'exposent sans le savoir à des violences et sans savoir comment réagir. Il y a beaucoup de mineurs, oui, tout à fait. Merci beaucoup à toutes les 4 pour cette conférence ô combien passionnante. On a appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris énormément de choses. Je vais accueillir maintenant Anne Cupiec. Anne Cupiec qui est chargée de mission égalité auprès de la présidente, également professeure. À l'Université de Paris. À l'Université de Paris, exactement. Merci Anne. Alors, Anne, j'aimerais vous poser une petite question. On a parlé justement du fait qu'il faut éduquer et mettre des choses très rapidement en place, quelque part dès le collège. Quand on arrive à l'université, on voit que les étudiants seraient plutôt passifs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément de mobilisation. C'est ce qu'on nous expliquait quand on a préparé la conférence avec justement toutes les autres intervenantes. On en parlait aussi avec Pauline, où on n'est plus dans cette mobilisation, on est plutôt à liker des choses. Est-ce que vous pensez aussi que les étudiants sont passifs ou sont activistes ? Je ne dirais pas en tant qu'enseignante que les étudiants sont passifs. Non, ça serait tout à fait regrettable. Mais je dirais même pire, d'une certaine manière, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est que des étudiants, et je dis plutôt des étudiants que des étudiantes, sont particulièrement actifs pour relayer des messages insultants envers d'autres étudiantes, voire des photos sans évidemment leur consentement. Et donc, dans les universités, je parle évidemment davantage pour l'Université de Paris parce que je la connais mieux, il y a chaque année quelques cas de cybersexisme. Alors, quelques cas, quand je dis quelques cas, ce sont les cas qui nous remontent et qui nous arrivent, soit à moi en tant que chargée de mission, soit aux référentes égalité qui existent dans chacune des facultés. Mais l'on sait parfaitement que des étudiantes, parce que ce sont d'abord les étudiantes qui sont victimes, il y a quelques garçons, homosexuels généralement, qui le sont également. Mais quand les étudiantes sont victimes, la plupart du temps, elles se résignent au silence. Et
précisément ce qui nous semble très important et ce que nous essayons de faire à la fois dans l'Université de Paris, mais dans tous les établissements d'ASPC, dont je vais dire un mot dans un instant, c'est qu'on essaie de lever la loi du silence pour que les victimes s'expriment, pour qu'on recherche les auteurs, et ce n'est pas si difficile que ça, on y arrive assez souvent, et que les auteurs soient sanctionnés, parce qu'on ne mettra fin à ce type de comportement dans nos établissements d'enseignement supérieur qu'avec des sanctions, et le cas échéant, si les victimes le veulent, emprunter la voie pénale. Mais on sait que parfois c'est difficile pour elles et les raisons en ont été évoquées il y a un instant. Et quelles sont les sanctions les plus courantes que vous appliquez au sein de l'Université de Paris d'ailleurs? Alors c'est variable selon la gravité des faits. Il y a déjà eu, justement à partir d'un exemple de cybersexisme, de la part d'un étudiant qui était le plus âgé que la moyenne de la promotion, il a été interdit d'inscription dans l'enseignement supérieur, dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, pour toujours. D'accord. Oui. Mais il s'était fort mal comporté. Oui, j'imagine bien. J'imagine, merci Anne. Alors, vous avez invité, Anne aussi, les étudiants et étudiantes à s'emparer du sujet du cyberharcèlement ou cyberviolence en milieu universitaire en réalisant de courtes vidéos de prévention sur cette thématique. Le réseau égalité de l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité a donc organisé un concours en ce sens. Et je vais vous laisser la parole pour nous présenter ce concours. Alors, il faut d'abord peut-être éclaircir ce qu'est l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité. C'est une alliance qui est déjà, et au sein de cette alliance, il y a un réseau égalité. Ce réseau égalité, il existe depuis 2014, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Aujourd'hui, l'alliance rassemble des établissements d'enseignement supérieur. Il y a l'INALCO, l'INED, l'École supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine, Sorbonne Paris-Nord et Université de Paris. Depuis quelques années, nous œuvrons en faveur des égalités entre les femmes et les hommes. On lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, nous organisons notamment pour les doctorants des actions de sensibilisation de manière régulière. On a fait un quiz qui est disponible sur le portail Ikigai. On a créé une bande dessinée interactive pour favoriser les égalités, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et les chargés de mission égalité de Sorbonne Paris-Nord ont eu l'idée, avant les vacances d'été, de dire qu'il fallait lutter davantage contre le cybersexisme. Et donc, ont proposé ce concours pour que des étudiants s'adressent aux étudiants et que ce ne soit pas uniquement des paroles de profs qui s'adressent aux étudiants, d'où l'idée de ce concours qui a été lancé auprès des étudiants des établissements de l'Alliance ASPC. Et pour ce faire, nous avons donc réuni un jury qu'on voulait assez diversifié, puisqu'on sait bien que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'inscrit dans un domaine beaucoup plus large de discrimination, puisque quelquefois les violences sexistes et sexuelles s'articulent avec des violences racistes ou des violences contre des personnes en situation de handicap. Donc nous avons fait appel à des représentantes du défenseur des droits. Je dis défenseur des droits au masculin parce que c'est institution, et ça n'a rien à voir contre Claire Hédon. Nous avons fait également appel à une association Women Safe, avec laquelle ASPC est en partenariat depuis 2015. C'est un dispositif externalisé d'accueil des victimes de harcèlement sexuel. Nous avons choisi Women Safe après un appel à projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accueil à la fois psychologique, juridique, mais aussi médical.
Et donc ce partenariat étant toujours très vivace, il va être renouvelé pour 2022 naturellement. Nous avons fait appel aussi à des représentantes de Women Safe. Nous avons fait appel aux directions de la communication de chacun des établissements d'ASPC, puisque les vidéos qui sont primées ce soir vont être diffusées très largement auprès de l'ensemble des communautés étudiantes et donc par les directions de la communication. Donc nous avions besoin de leur présence. Nous avons fait appel à des élus étudiants, élus dans les différentes instances de nos établissements. Et nous avons fait également appel à des enseignantes, il n'y avait que des femmes, de cinéma, parce que nous voulions quand même un regard, j'allais dire, un regard cinématographique finalement. Et donc voilà, c'est un jury très, très large. Nous nous sommes tous réunis pour constater que nos choix étaient très homogènes. Et donc, bien que le jury soit intergénérationnel, nous nous sommes tous retrouvés sur les 3 vidéos que vous allez découvrir et que demain, nos communautés étudiantes vont découvrir. Merci beaucoup, Anne. On va donc accueillir alors, la personne qui va remettre le prix, le premier prix du jury. Je ne sais plus qui c'est cette personne, Caroline. Le troisième prix, pardon. Le troisième prix, c'est Frédéric Mars. C'est Frédéric Mars, c'est ça, pardon. Directrice de Women Safe, précisément. Alors, je vous laisse la parole. Le micro, hop, tenez. Pour nous dire peut-être pourquoi vous avez choisi cette vidéo, pourquoi lui avoir attribué ce prix. Alors, je n'ai pas choisi qu'une vidéo, j'ai choisi en fait un classement en fonction de ce comité qui s'est réuni. Pour nous, c'était important et c'est pour ça que ces vidéos étaient visuées. Enfin, j'ai élargi ma vision avec tous les jeunes qui constituent aujourd'hui l'association. C'était important effectivement d'avoir un regard croisé et intergénérationnel. Définir pourquoi la troisième, ça m'embête un peu de la définir parce que je trouve que toutes étaient bonnes. Elles avaient le mérite en fait de vouloir mobiliser un peu on va dire cette forme de violence qui n'existe pas depuis tellement longtemps, ou en tout cas elle n'était pas identifiée comme une problématique. Elle a émergé, je dirais de manière assez importante, pas seulement sur les jeunes, mais sur des jeunes femmes ou des femmes tout simplement d'un certain âge qui sont cyberharcelées aussi. Donc c'est pas un problème de génération, c'est un problème pour moi, un sujet qui a émergé, en tout cas que je trouve très récemment. Ces étudiants s'en sont complètement accaparés parce que c'est un sujet qui va faire partie de leur vie. Il faut absolument enrayer ce fléau parce que ça touche tout le monde maintenant, ça touche aussi les enfants. Et pour moi, c'était important effectivement de participer et de répondre au moins à ce regard qu'il fallait porter sur on va dire une manière de promouvoir la lutte contre ce harcèlement. Bon, pas très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. On va donc du coup voir la vidéo du lauréat tout de suite.
Voilà, on peut les applaudir. Je veux juste rajouter quelque chose Oui. qui est intéressant, c'est que ça a été traité par des hommes et des femmes, et c'est aussi important. Oui, c'est important de le signifier, Absolument. effectivement. Alors, les 3 personnes qui ont donc réalisé cette vidéo ne sont pas présents. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour prendre leur prix ou pas du tout. En fait, leur prix leur sera adressé directement. D'accord, leur prix sera adressé directement. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je vais accueillir Véronique Mély, directrice de la communication de Sciences Po, également membre du jury, pour nous dire un mot sur la seconde vidéo qui a donc remporté le prix. Tenez. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse et très honorée de pouvoir remettre ce deuxième prix ce soir pour le film Six touches de Clément de Villiers, Madeleine Iselin et Marius Valeriot. C'était vraiment un moment privilégié de faire partie de ce jury. On était, je pense, tous très émus de voir l'engagement de tous les étudiants qui ont participé à ce concours. Et au nom du jury, je voudrais tous les remercier. Alors, je dois dire que le film Six touches a évidemment été très apprécié par le jury. Comme c'est un film, ce sont des vidéos de sensibilisation, je me permets de donner mon avis de communicante sur le sujet. Et c'est vrai que, en tant que communicante, je trouve que c'est un film qui a réussi à la fois à être efficace sur le plan pédagogique et créatif. Et c'est pas simple d'allier l'efficacité et la créativité. Il y a un concept très fort. Il y a une qualité d'écriture tout à fait remarquable. Et puis, il y a une utilisation des codes du public que vous visez, parce qu'il y a un trend de TikTok caché dans le film. Je le spécifie pour les plus de 25 ans dans cette salle. Merci, c'est gentil. Pensez à nous. Voilà, donc en tant que membre du jury, mais aussi en tant que femme, en tant que mère et en tant que membre de la communauté éducative, je voulais vraiment vous remercier pour votre engagement et vous dire merci et bravo pour ce film qui ne laissera personne indifférent. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction. On va tout de suite, on a l'eau à la bouche là, on veut voir tout de suite le film. C'est parti. Vous pensez que je vous avais oublié ? Venez. Je vais vous montrer qu'il suffit de 6 touches pour changer une vie. Léon, une bière ? Toi aussi ? 2 ? Je t'en prends une crème. Tout d'abord, la première touche, la plus importante. Cette fille avec qui vous vous entendez bien, mignonne, gentille, avec de l'esprit. Au fond, personne n'aime les gens sans humour, pas vrai ? Et ensuite, les 5 autres touches. E, S, D, U, N. Des lettres inoffensives, qui suffisent à former plein de mots rigolos. Suède, dessus, dune, et même dénué de sens. Ce qui résume assez bien ce bazar de lettres. Mais il n'y a qu'une seule combinaison qui vaut vraiment le détour. S, E, N, D, N, U, D, E, S. Send nudes. C'est comme une lettre d'amour très courte. Comme un refrain de musique. Comme un 713-705 sur une calculatrice. Mais pour ceux qui n'ont plus l'âge d'avoir maté des seins. Et qui préfèrent plutôt mater des seins. Preuve que, même pour se chauffer, il faut parfois des formules surgelées. C'est simple, ça s'envoie sans timbre, sans remords, et surtout sans réfléchir. Et puis au fond, tout le monde aime se prendre en photo, pas vrai ? C'est nude, une drôle de lettre avec laquelle on prend son pied, et qui ne fait pas de victime. Sauf quelques pisse-froids qui prennent tout au pied de la lettre. D'ailleurs, au fond, personne n'aime les gens sans humour, pas vrai ? Voilà, 6 touches. La première et puis les 5 autres. La combinaison qui vous ouvre les portes de tous les hommes et de toutes les femmes. Les 6 touches qui changent votre vie. Je vais les effacer, je te promets. Écoute, non, j'ai pas fait exprès. Comment ça, j'ai pas fait exprès ? Je crois que tu m'aimais. Non.
Vous trouvez que je prends pas le sujet suffisamment au sérieux? Et pourtant, vous faites pareil. Bravo aux étudiants. Est-ce qu'ils sont présents dans la salle? S'ils sont là, ils me rejoignent. Je les applaudir encore. Je vous donne le micro peut-être pour nous donner un petit... tous les deux, un petit mot sur comment vous avez imaginé ce film, pourquoi, comment ça s'est déroulé. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Tout d'abord, on est très touchés d'avoir reçu ce prix-là. Et c'était une vraie aventure collective. Et à l'origine, on voulait essayer de sortir un peu du registre forcément très dramatique, qui, même si je pense est important, peut parfois desservir le propos. Ouais. Et ça nous semblait intéressant de l'évoquer sous un aspect un peu original, au travers d'un humour un peu cynique, qui peut parfois un peu rappeler... on s'est inspiré dans House of Cards, quand Kevin Spacey parle à la caméra avec beaucoup de cynisme. Ouais. Et du coup, c'était la source principale d'inspiration. Parfait. Voilà, donc c'est Clément qui a écrit le scénario quand même, faut le rappeler. Et oui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était une idée assez originale de parler de ce sujet sur un ton auquel on ne s'attend pas forcément, qui peut paraître un peu décalé par rapport aux propos, plus léger aussi, mais en fait, à la fin, on voit que c'est évidemment un sujet qui est très grave. Et c'est vrai que ça peut un peu plus faire réagir peut-être d'avoir cette approche-là, et j'espère en tout cas qu'on a quand même réussi à transmettre le fait que ce sujet reste important et qu'il ne faut pas justement le prendre à la légère. Ah je pense, oui, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc vraiment bravo, non, c'est un très beau film, donc bravo à merci vous. beaucoup. Et juste, on est très content que le propos ait dépassé simplement notre génération. Peut-être que vous ayez relevé la trend TikTok par exemple. Mais puisque voilà, c'était aussi notre inquiétude, le fait que c'était un propos qui... Non, mais donc, du coup, on était content que le propos puisse dépasser simplement un phénomène générationnel. Mais merci beaucoup. Bien sûr. Bravo à vous, merci. Merci. Alors, on en vient maintenant au premier prix, forcément tant attendu. Et pour remettre ce premier prix, j'invite Madame Susanna Lewandowska, étudiante à Sorbonne Paris-Nord, à me rejoindre. Bonsoir. Et donc nous donner un petit mot sur le choix de cette vidéo qui a remporté le premier prix. Bonsoir à toutes et à tous. Ce film nous a conquis par son engagement et la manière dont il a traité le sujet. En effet, le caractère mature et complet du film révèle sous plusieurs angles les problèmes liés au cyberharcèlement. Nous avons particulièrement apprécié la valeur pédagogique du film. En nous rendant spectateurs d'un acte de cyberharcèlement, de ses mécanismes et sa finalité, il nous fait réfléchir au rôle que nous pouvons jouer dans la lutte contre le cybersexisme. Les étudiants jurys de la Sorbonne Paris-Nord sont heureux de remettre le premier prix du concours à Victor Ferret pour le film « Disons stop au cybersexisme ». Merci beaucoup. Et on regarde tout de suite cette vidéo. Voilà bientôt 3 mois que la jeune Sarah est décédée. Nous adressons à ses parents nos plus sincères condoléances. Une nouvelle affaire de cybersexisme, mouvement qui se développe en milieu universitaire. Il risquerait plusieurs années de prison et des milliers d'euros d'amende. L'utilisation de plateformes de communication a explosé avec le Covid-19. Une marche funèbre sera tenue demain dans le centre-ville du Havre pour rendre mémoire à ça. Mais alors qu'est-ce que le cybersexisme? Une forme de cybersexisme. Les hommes, même s'ils sont moins affectés, ne seront pas en affaire. C'est un lieu particulièrement étudiant. Pause. Revenons au moment où tout a commencé. Ça, c'est l'ordinateur de Maxime. Il s'apprête à faire quelque chose de terrible. Il a suffi d'un partage pour que tout déraille.
Elle avait reçu 8000 messages. Le son de chaque notification n'a cessé de résonner dans sa tête. Pourquoi? Pourquoi moi? Peut-être que c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment stopper tout ça? Je veux tout arrêter. Tout arrêter. Stop! Stop! Cette violence doit s'arrêter. Parce que si vous êtes victime de cybersexisme, ce n'est jamais de votre faute. Parce que notre genre, notre identité, nous appartient. Parce que nous n'avons pas à nous conformer à des codes qui nous enferment. Parce que nos universités sont ouvertes et sont des lieux de partage et d'échange. Parce qu'il suffit d'un ou d'une seule d'entre nous pour changer la donne. Bravo à Victor Ferré, est-ce qu'il est là ce soir? Oui. Bravo. Donne le micro pour nous dire un peu comment tu as imaginé ton film. Pas de souci. En fait, c'est voilà, moi je me suis dit en voyant le sujet directement, ce serait sympa d'essayer d'aborder ça d'un point de vue en fait intérieur, donc de se mettre dans l'ordinateur. Donc en fait moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de montage et j'avais pas forcément les moyens en termes de caméra d'avoir quelque chose que je trouvais propre et qui servait bien le propos selon moi. Donc c'est pour ça que je suis parti dans cette approche vraiment montage et de se retrouver dans l'ordinateur. Et je tiens d'ailleurs à remercier vraiment tous ceux qui m'ont aidé à faire les voix, donc mes amis au campus du Havre, à Toulouse, ma sœur aussi qui est dans la salle. Et voilà, donc c'est vraiment tout ça qui m'a permis de m'imprégner de la chose. Et en fait, j'ai passé des dizaines d'heures littéralement sur mon ordi à essayer de voir un peu comment faire marcher la chose. Et pour moi, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je suis vraiment heureux qu'il y ait ce genre de conférence aujourd'hui à Sciences Po Paris. Et je suis content aussi de pouvoir représenter les étudiants. Parce que pour moi, c'est vraiment important, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y ait des voix aussi d'étudiants, et donc je parle bien d'étudiants masculins aussi, parce que c'est souvent nous qui sommes les acteurs du cybersexisme, de lever la voix, de dire que c'est pas normal, que c'est quelque chose qu'il faut qu'il s'arrête. Voilà, donc je pense que c'est ce que j'ai essayé de transmettre à travers la vidéo. J'espère que ça marchera plus ou moins bien. Du moins, j'espère que la diffusion de cette vidéo pourra aider à faire un peu changer les mentalités de ce point de vue-là dans une université et que ça bouge, qu'on arrête les remarques, les agressions et qu'on arrête de dire aussi que les victimes sont coupables quelque part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé et bravo pour votre vidéo. Pour la deuxième page, je trouvais ça vraiment super. J'ai adoré, voilà, je tiens à le dire. Donc voilà. Merci, bravo encore. Merci. Je crois qu'on a fait le tour quand même de la question. On voit que les étudiants sont de plus en plus impliqués. Je pense que les intervenantes sont ravis d'avoir vu tout ça. Il y a du positif, il y a des choses qui peuvent être mises en place. On l'espère. On suivra de toute façon les évolutions, en tout cas dans ce domaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'il y a un cycle de 3 conférences sur le thème du cybersexisme et qu'on vous donne rendez-vous du coup le 2 décembre prochain, comme l'a dit le directeur de Sciences Po, pour voir le film Les choses humaines et parler de cette notion du consentement. Comment, non-consentement ou consentement, c'est le thème de notre débat la semaine prochaine du coup. Merci encore.